Très apprécié. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi cet après-midi de vous présenter le travail que l'on fait au CNRC dans le domaine de la corrosion automobile. Il y a peut-être juste une petite rectification que je veux faire. Mon diplôme de l'Université Laval est en chimie physique et non pas en génie physique. Donc, j'apporte juste la correction pour ne pas avoir de problème avec l'ordre des ingénieurs. Donc, je ne suis pas ingénieur, je suis diplômé en chimie. Donc, donc, c'est peut-être un domaine qui est relativement nouveau pour vous, la corrosion. On va le voir, là, c'est un domaine qui est connu sans être méconnu, dans le sens que tout le monde est familier avec la corrosion. Comme utilisateur, disons, on voit nos automobiles corroder un peu avec le temps, hein. Ça, c'est une chose dont on ne peut pas se sauver. Mais d'avoir des gens dans l'industrie, bon, ici je m'adresse surtout à l'industrie du transport, mais dans l'industrie du transport qui sont vraiment habilités à comprendre les processus de corrosion et à trouver des façons de mitiguer ces problèmes de corrosion-là, c'est pas nécessairement chose facile. On va voir que ces problèmes-là, comment dire, ces défis-là de gestion de la corrosion tombent souvent dans les mains de personnes qui sont un peu prises au dépourvu, qui n'ont pas tout à fait les bons outils pour régler les problèmes, pour les prévenir. Quand on peut les prévenir plutôt que les régler, ça va toujours bien. C'est toujours mieux de travailler à l'étape de la conception qu'à l'étape du rappel de problèmes en service. Donc, ce sont les différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, bon, Christophe m'a présenté, donc je ne passerai pas trop de temps sur ma biographie. Donc, peut-être juste dire que je suis au CNRC, moi, depuis que j'ai terminé mon doctorat en 2007, donc ça va bientôt faire 15 ans que je suis au CNRC. Donc, je suis rentré comme attaché de recherche et de plus en plus, j'ai développé, en fait, j'ai été engagé pour l'assemblage par adhésif, donc avec mon expertise que j'avais en surface. Et au début, c'était pas nécessairement prévu que l'on travaille en corrosion, mais rapidement, on s'est rendu compte que les problèmes de corrosion, dans le domaine automobile, entre autres, existaient, continuaient d'exister et seront là encore fort longtemps pour toutes sortes de raisons qu'on va voir. Donc, peu à peu, ben, notre laboratoire s'est vraiment transformé pour être capable de répondre aux besoins de l'industrie en termes d'adresser les problèmes de corrosion. Donc, quand je parle d'adresser la corrosion, je veux qu'on comprenne adresser à l'étape de la conception jusqu'à l'étape de la rupture en service, où on s'inquiète à savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut changer nos façons de fabriquer, nos façons de produire pour ne plus que ça se reproduise. Donc, je pense que ma biographie que j'ai envoyée à Christophe n'était pas tout à fait à jour. En termes de nombre de projets, bon, j'ai participé à autour de 140 projets là, dans les 15 dernières années, dans différents domaines, dont le domaine du transport, transport de surface essentiellement, avec des compagnies comme Advanced Engineering Product, qui est une compagnie de Saskatchewan, Airbus, Alcan à l'époque. Bon, ben, Alcan maintenant a été avalé par Rio Tinto, Bombardier Transport, qui maintenant appartient à Alstom en Amérique du Nord. Donc BRP, FCA, Ford, John Deere, Lyon, qui est une entreprise extraordinaire dans le domaine des véhicules électriques. Manac, qui est une grande réalisation québécoise, Magna, Mercedes-Benz, Novabus, Novelis, Prévocar. Novabus et Prévocar, hein, qui appartiennent tous deux à Volvo, mais qui ont encore leurs entités de R&D assez autonomes. Donc, ce sont deux belles entreprises québécoises avec qui j'ai eu l'opportunité, que je continue d'avoir l'opportunité de travailler. Raufoss, Rio Tinto, TM4, une autre belle réalisation québécoise. Verbon, qui est aussi. Je vante beaucoup les entreprises québécoises, là, mais je pense que c'est important. Verbon, qui est un modèle de développement là, incroyable en termes d'estampage de feuilles pour l'industrie automobile. Donc j'ai travaillé avec ces entreprises-là, donc dans la gestion de défis reliés à la surface, reliés à la corrosion, prévention de la corrosion beaucoup aussi, hein. Quand je parle de ces entreprises-là, ils ne viennent pas nécessairement tous nous voir en disant j'ai un énorme problème de corrosion à gérer. Ils viennent souvent nous voir en disant ben moi je tiens à la qualité de ce que je fabrique, je tiens à la satisfaction de mes clients, je suis en train d'introduire euh, l'aluminium dans mes designs et je veux être certain que je vais le faire de façon appropriée. Je donne un exemple. Euh,
prenez un autocar, un autobus, qui sont en très, très grande majorité fabriqués en acier inoxydable. Si du jour, disons qu'à un moment donné, on décide d'incorporer l'aluminium pour avoir de l'allègement, donc diminuer l'empreinte écologique de ces véhicules-là, on ne peut pas du jour au lendemain dire je rejette tout mon design en acier inoxydable et je remplace tout ça par de l'aluminium. Donc, les choses vont se faire de façon progressive. Il y a une composante, on va commencer par la composante peut-être la moins risquée, la plus facile à manufacturer, ainsi de suite. On va introduire de l'aluminium tranquillement. On voit comment ça se comporte en service sur route, s'il y a des problèmes, on les règle. Et on avance de cette façon-là. Donc, de dire que on jette complètement un modèle, c'est valable pour l'acier inoxydable, c'est valable aussi pour les voitures de façon générale. Euh, Ford, en 2015, quand ils ont introduit un nouveau F-150, beaucoup plus léger. Moi, j'ai travaillé sur une très, très, très petite partie de ce projet-là, 6 ans avant l'arrivée du F-150 en 2015. À l'époque, on ne m'avait pas dit que je travaillais là-dessus, c'était très secret. Mais bon, c'était une très, très, très petite partie. Ford, ils sont allés vraiment de façon très prudente et très progressive. Beaucoup d'essais à l'interne. Euh, Donc, ont amené l'aluminium, mais ont quand même conservé l'acier pour certaines composantes. Donc, il faut savoir marier ces nouveaux matériaux-là. Donc, que l'on passe de l'acier à l'aluminium, ça peut se faire, mais ça doit se faire de façon progressive et on doit gérer la présence de différents matériaux qui vont être en service sur route ensemble. Et une mauvaise gestion d'une combinaison de matériaux comme celle-là, on va le voir plus loin, nous mène à ce qu'on appelle la corrosion galvanique. Donc, quelques faits, j'ai pris un peu d'avance dans les pages précédentes, là, quelques faits qui orientent notre discussion d'aujourd'hui. J'en ai énuméré quelques-uns, je pense qu'ils mettent bien la table pour ma présentation. Donc, premièrement, une réalité que je vois depuis 15 ans, c'est que dans les entreprises manufacturières, dans la très, très grande majorité des entreprises qui fabriquent, les ingénieurs mécaniques sont eux qui sont responsables de la gestion de la corrosion. Donc, aux étapes de conception, fabrication, et malheureusement, parfois, il y a des rappels qui arrivent. Ce sont souvent les ingénieurs mécaniques qui sont responsables de ces choses-là. Cependant, le fait est que les informations techniques disponibles, elles sont rares et elles sont parfois erronées. Euh, Supposons que vous êtes un ingénieur mécanique, peu familiarisé avec la gestion, la compréhension des phénomènes de corrosion. Vous arrive quelque chose, puis bon, vous avez peut-être fait un cours durant votre bac, peut-être aucun. Commencez à chatter, chercher des choses sur le web, mais moi, je vous garantis que l'information que vous allez trouver, premièrement, elle va être redondante. C'est à peu près toute la même information qui est présentée de façon différente, donc ça revient à peu près tout au même. Et souvent, ces informations-là sont, je dis erronées, mais je vais dire aussi demi-vérité. Puis on va voir un peu plus loin pourquoi je dis ça. Donc, ça devient difficile pour quelqu'un de non initié de s'y retrouver, puis de faire face à ces problèmes-là. Un autre point que moi j'ai constaté durant surtout les 5 dernières années, euh, je dis alors que les modèles d'éléments finis, fiables, sont devenus carrément l'extension du cerveau des ingénieurs concepteurs en mécanique, en thermique, en électrique. Le domaine de la corrosion, lui, il tarde à adopter cette approche-là. Donc, de dire, moi, je vais faire un design, supposons que si j'étais ingénieur mécanique, je fais un design, je m'appuie sur des modèles numériques, par exemple avec LS-DYNA. Je fais ma conception mécanique, j'applique les bonnes équations, je vais chercher mes niveaux de contraintes aux endroits que je pense les plus critiques, puis je me rassure avec ça. Puis généralement, je ne suis pas trop dans le champ. Je pense que l'industrie s'entend pour dire que c'est fiable. Mais si vous demandez à ce même ingénieur mécanique-là, prends ton modèle, puis prévois qu'est-ce qui va se passer en termes de corrosion. Avec les matériaux que tu as dessinés, avec le design que tu as. Ce n'est pas quelque chose que l'ingénieur va être prêt à faire. Les outils sont très, très rares. Euh, de un, et de deux, la fiabilité est encore, dans bien des cas, est encore un peu douteuse. On va en voir les raisons. Troisième point, il est reconnu de façon générale que 35% des coûts qui sont reliés à la corrosion pourraient être évités en appliquant simplement au domaine de sciences appliquées les connaissances fondamentales qui sont disponibles. Ça, le chiffre que je vous donne là, c'est un chiffre, je vais vous dire, il traîne depuis les années 1970. Ça n'a à peu près pas évolué. Il y a un gros rapport qui avait été fait sur les coûts reliés à la corrosion.
De mémoire autour de 73, 74, dans les années 70, c'est le chiffre qu'on évoquait. Si on regarde les versions les plus récentes de ces rapports-là, puis qu'on fouille un peu dans la littérature, ben, c'est vraiment toujours le chiffre qui ressort. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un paquet de connaissances, que je veux dire entre guillemets, qui traînent. Ils traînent dans de l'information, dans des articles scientifiques. Ce sont des connaissances fondamentales, euh, mais qui n'ont pas été transférées au domaine des sciences appliquées. Donc, quand on parle de 35 de diminution des coûts liés à la corrosion, là, en appliquant ces connaissances fondamentales-là, c'était énorme. Par contre, le domaine automobile, lui, dans les dernières années, moi, je vous dirais qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Donc, de plus en plus, les connaissances fondamentales sont appliquées au domaine automobile. Et moi, je vous dirais que dans les discussions que j'ai avec les clients, dans différentes entreprises, ben, ces clients-là sont de plus en plus intéressés à comprendre le pourquoi du pourquoi. Par exemple, je dis à un client, tel revêtement fonctionne beaucoup mieux qu'un autre. Euh, il y a 12-15 ans, la majorité des clients m'auraient dit, parfait, je joue avec ça. Aujourd'hui, la majorité des clients vont dire, est-ce que tu comprends pourquoi? As-tu des explications? Parce que moi, j'aimerais, si possible, avoir une façon dans le futur de mieux comprendre. Si j'ai à faire un autre changement de revêtement, par exemple protecteur, j'aimerais savoir des critères formels sur lesquels je peux me baser pour faire mes sélections. Donc, aller au fond des choses, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus avec nos clients qui, eux, ben, moi, je travaille 90-95% de mon temps est consacré à travailler avec l'industrie, et ça depuis 15 ans. Donc, les clients veulent vraiment de plus en plus comprendre le pourquoi des choses. Donc, dans la réalité, je parle de connaissances fondamentales. Qui a accès à cette information-là? Ben, si vous faites une recherche, disons, vous tapez en anglais toujours Coliform Corrosion of Aluminum dans Google, si vous êtes sur votre réseau interne de Polytechnique, vous allez voir des liens vers des articles, vous allez cliquer, vous allez y avoir accès. Tout simplement parce que vous êtes connecté sur les serveurs de l'université et l'université paie pour avoir accès à ces librairies-là. Or, si vous êtes dans une PME, vous voyez ces articles-là, vous cliquez, vous voulez aller le voir, le consulter, il faut payer 20, 25, 30 $ pour un article. Est-ce que l'article va répondre à vos questions? Peut-être pas. On le sait, hein, souvent, pour avoir des réponses à nos questions, il faut consulter 10, 15, 20 articles, faire un sommaire de tout ça. Puis là, on commence à se faire une idée puis à cerner le problème. Donc, l'accès à cette information-là, il n'est pas nécessairement toujours facile, puis il est loin d'être gratuit. Il y a encore un risque. Je pense que les gens, dans beaucoup de cas, sont prêts à payer. Mais est-ce que le résultat va être garanti en arrière? Pas nécessairement. Il ne tombe peut-être pas nécessairement sur le bon article, la bonne référence. Donc, l'information est quand même pas si facile que ça à aller chercher. Le deuxième point, bien, quel est le niveau d'effort requis pour attacher, là, je mets ça en italique, là, pour attacher ensemble toute cette information-là pour en faire un outil utilisable. Donc, dans un contenant pratique. Vous achetez 10 articles sur le web de différentes sources. Ça vous a coûté 400 $. Vous regardez ça, vous dites, ouais, il me semble que tout est détaché. Il y en a un qui a étudié le comportement d'un alliage qui est un peu différent du mien, dans un environnement qui est très, très différent du mien. Par contre, j'ai un autre article où les gens évaluent un alliage qui ne me ressemble pas pantoute, mais l'environnement ressemble plus au mien. Donc, c'est un peu les morceaux d'un casse-tête, puis comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble pour en faire un tout cohérent, un tout pratique, utilisable pour ma propre application? Ce n'est pas quelque chose qui est facilement faisable encore aujourd'hui. Et ce ne sont pas les modèles numériques à l'heure actuelle qui vous permettent de réaliser ce genre de tâches. Et finalement, ben, en tant qu'ingénieur en voie d'être spécialisé en simulation, ben, moi je considère qu'il est important que vous possédiez quelques notions de base concernant la corrosion, puisqu'elle va vraiment fortement impacter la performance en mécanique des assemblages. Moi, dans la réalité, je travaille avec des ingénieurs dans le privé où ils vont dire, ben, moi, telle structure dans mon véhicule, je sais qu'avec une épaisseur d'acier, disons d'acier au carbone d'un 1/8 de pouce, 3,2 mm, je sais que je suis correct. Mais puisque j'ai à gérer la corrosion, ben, j'en mets un quart.
j'en ai 6,4 mm d'épais. Je sais que la vitesse, pas la vitesse, mais mon matériau va diminuer en épaisseur avec le temps. J'aurai toujours minimalement mon 3,2 mm que je dois avoir. Mais dans la réalité, c'est comme ça que les gens vont parfois devoir gérer euh, leur conception. Donc, pour ça, ben, il faut avoir minimalement une compréhension de comment la corrosion se développe. L'acier ne corrode pas du tout de la même façon que l'aluminium. Hein. Il y a un mythe qui dit ben, l'aluminium, ça ne corrode pas. Oui, ça corrode. Ça ne rouille pas. La rouille, on associe ça à quelque chose de rouge, de brun. On associe ça à l'acier. Mais l'aluminium, comme tous les matériaux d'ingénierie, va se dégrader sous l'influence de son environnement. C'est la définition de la corrosion. Donc, on doit connaître ces mécanismes de corrosion, puis être bien capable, c'est-à-dire, en comprenant le mécanisme, on est capable de faire les bons choix en termes de méthode de mitigation. Donc, maintenant, cela étant dit, ben, quelle est ma relation au modèle d'éléments finis et ML pour Machine Learning, qu'on traduit par apprentissage automatique? Ben, moi, à la base, je suis électrochimiste, je suis spécialiste en matériaux, et je vous dirais qu'avant 2017, ouais, avant 2016, la simulation numérique de la corrosion, c'était quelque chose qui était complètement absent du discours de mon organisation et chez mes clients. Même chez les plus gros clients, c'était une chose qu'ils ne regardaient pas du tout. Peut-être qu'ils étaient conscients que ça existait, mais de là s'y intéresser, c'était pas le cas. Ils ne s'y intéressaient pas. Concernant l'apprentissage automatique, la machine learning, moi, je vous dirais que les choses ont vraiment commencé en bon français, à lever de terre en 2017. Moi, année après année, j'assistais aux conférences de GALB, qui sont des conférences en lightweighting, en construction légère automobile. Ils se tiennent toujours à Détroit, c'est 2 fois par année, février et août. Moi, j'assistais à chacune de ces conférences-là. Parfois j'étais conférencier, parfois je faisais simplement aller espionner qu'est-ce qui se passait. Euh, je vous dirais qu'en 2017, là, on n'en entendait même pas parler. Il y avait 0 conférence qui parlait de ça, même pas proche. Okay? C'était un terme qui était complètement absent. Puis moi, l'idée de travailler en machine learning corrosion, c'est venu d'un collègue. Un collègue qui a souvent présenté dans le cadre de l'événement cet après-midi, Jean-François Etu, qui est chercheur au CNRC, mais maintenant directeur général par intérim de notre centre de recherche. Jean-François m'avait dit tu regarderas pour manipuler tes données, tu en as pas mal, regarde pour travailler avec R. Il dit c'est un langage qui est le fun, facile à apprendre. Puis, j'ai commencé à regarder ça, puis je veux dire, j'ai eu la piqûre. Puis je l'ai transmise à d'autres collègues qui travaillent avec moi. Puis on s'est mis à faire de façon vraiment sérieuse du machine learning. Puis en parlant à nos clients des PME, de très, très grosses entreprises, se sont mis à adopter ça aussi. Puis, à travers tout ça, on s'est mis à entendre parler beaucoup de conduite autonome, d'intelligence artificielle. Fait que, on a intégré ça, je pense, au bon moment au monde de la corrosion. Vous allez voir des exemples de comment on aborde l'apprentissage automatique en corrosion. C'est vraiment embryonnaire, mais c'est un départ. Donc maintenant, ma relation, moi, personnelle à ces choses-là, l'apprentissage automatique et les modèles d'éléments finis, mais pour moi, ce sont des outils parmi tant d'autres. À la base, je ne me considère pas comme un expert en simulation. Je me verrais plus comme un utilisateur, un end-user d'un niveau intermédiaire. Donc, je ne suis pas beginner, mais je ne suis pas expert non plus. Et qui, essentiellement, bâtit des modèles phénoménologiques. Ça, c'est vraiment important, le terme phénoménologique. En quoi ça consiste pour ceux et celles qui ne connaissent pas le terme? Ben, ça veut dire que c'est un modèle qui n'est pas en contradiction avec la théorie fondamentale, mais il n'est pas dérivé des premiers principes ou de cette théorie fondamentale. Donc, moi, au départ, je ne pars pas des équations. Au départ, dans mon travail, je pars d'expériences. Et ces expériences-là, ben, je me rends compte que oui, OK, ma façon de les aborder est correcte, puisque au final, elles ne nient pas la théorie, elles ne sont pas en contradiction avec la théorie. Elles n'en sont pas dépendantes, mais
elle n'entre pas en contradiction. Donc, mon travail à travers tout ça, ben, c'est de prendre un comportement en corrosion que je mesure expérimentalement, que j'observe expérimentalement, et de lui attacher la théorie correspondante. Ça, ce que ça permet de faire, on va, dans ce cas-là, au-delà du modèle empirique. Le modèle phénoménologique, lui, comme j'explique ici, ben, il nous permet une certaine capacité d'extrapolation. Donc, si je bâtis un bon modèle sur la base d'observation et en ajoutant ça, bien sûr, la théorie, ben, j'espère être capable de prédire quel sera le comportement en corrosion pour d'autres combinaisons de matériaux, d'autres environnements, d'autres températures, un véhicule qui va circuler dans un environnement différent du Saguenay, que ce soit à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Donc, on veut avoir une certaine capacité d'extrapolation. Donc, vous allez voir au cours des prochaines pages que on ne nie pas la théorie elle est là, puis elle existe, puis elle est vraie. Donc, les premiers principes continuent d'exister et d'être valides. Mais nous, notre point de départ, c'est vraiment l'observation expérimentale. Et on vient ensuite l'attacher au premier principe. Donc, je mets un peu la table de cette façon-là parce que je sais que certaines d'entre vous vont être vraiment spécialisés en corrosion. Certains vont bâtir non pas des modèles d'éléments finis, mais vont carrément bâtir je ne vais pas dire le container, mais le logiciel même. Donc, moi, c'est pas une chose, je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Il y a un autre de mes collègues qui vous a parlé, je crois, au mois d'octobre, Florine Ilinka. Florine est vraiment dans l'approche développement de modèles, développement de logiciels. C'est quelque chose qu'elle fait beaucoup avec Jean-François Etu. Moi, je suis un peu, ce sont mes collègues, mais on ne parle pas tout à fait le même langage. Mais on s'entend quand même très, très bien. Donc, on n'a pas le même niveau, disons, de compétences en mathématiques. Donc, voyez-moi là comme un utilisateur de niveau intermédiaire. Donc, soyez, comment dire, soyez indulgents envers moi. Il y a certaines des questions que vous pourriez avoir à la fin qui relèveraient peut-être plus du code fondamental. Excusez-moi, l'écran est gelé. OK. Donc maintenant, comment est-ce qu'on adresse les problèmes de corrosion au CNRC pour répondre aux demandes de nos clients? Ben, en fait, on a 4 approches. On a l'approche qui est vraiment intéressante. Tout ça, moi, je vous dirais que c'est assez unique ce qu'on fait. Il y a des constructeurs allemands qui nous ont approchés en nous disant, ben, on aimerait que vous gériez pour nous des projets d'exposition sur route à travers le monde, dans différents pays à travers la planète. Ils étaient vraiment sérieux dans leur approche. Ils trouvaient on était les seuls au monde à être capables de faire ce genre de choses-là. Bon, la business étant ce qu'elle est, les coûts engendrés par ça étaient un peu plus élevés, donc le projet n'a pas eu lieu, mais on nous a clairement dit en nous approchant que vous nous avez été référés comme la référence. C'est-à-dire, votre nom nous a été donné comme étant la référence dans le domaine. Donc, vous allez voir des photos un peu plus loin, là. On installe toutes sortes d'échantillons sur toutes sortes de véhicules pour faire de l'évaluation en service. Donc, quand je vous parlais du côté phénoménologique, d'avoir des données qui proviennent de la route pour comprendre qu'est-ce qui se passe, bien, ça, on en a tout plein. La simulation numérique, qui est pour nous quelque chose de relativement nouveau, ça fait environ 5 ans, 5 à 6 ans maximum qu'on en fait. On va voir, c'est bien sûr le principal objet de cette présentation-là, mais comme je vous disais, pour nous, c'est un outil parmi tant d'autres. Les tests de corrosion cyclique, donc on entend souvent parler de le fameux brouillard salin. Bon, souvent, c'est la norme ASTM ou ISO 9227 à laquelle on fait référence quand on parle du brouillard salin typique, mais il existe une foule d'autres d'essais de corrosion cyclique où on fait varier température, humidité, exposition au sel, séchage, ainsi de suite. Donc, ça, on en fait de façon courante. On a 4 chambres environnementales qui roulent presque en permanence ces temps-ci. Et finalement, ben, l'évaluation des trous chimiques. Donc, de prendre ce qu'on appelle des potentiostats et d'être capable d'imposer différents potentiels, différents courants à des matériaux. Donc, plutôt que de les laisser aller librement dans un essai en service sur route ou encore en corrosion cyclique, puis on vient changer ici les conditions de polarisation du matériau, donc changer son comportement en corrosion. Et ça nous permet de faire de la corrosion en mode, disons, accéléré.
Puis, ben, pour lier tout ça, ben, on fait beaucoup de data science, beaucoup de machine learning, donc avec R aussi, de plus en plus avec Python. Donc, vous voyez, notre approche est assez globale. On est un des seuls laboratoires en Amérique du Nord qui va couvrir tous ces aspects. Donc, en termes d'essais sur route, vous avez ici, je vous présente quelques photos typiques. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec Transport Canada. Je suis autorisé à en parler plus librement que d'autres projets industriels. Donc, un projet qu'on a fait avec Transport Canada il y a quelques années. L'objectif, c'était de voir, ben, si on ajoute des jeux, ici, comme ce que vous voyez ici sur une remorque, ces jeux-là permettent une économie de carburant. Donc, économie de carburant veut dire moins de gaz à effet de serre. Mais en même temps, ça vient un peu fermer le dessous de la remorque. Donc, une des questions ici à laquelle on devait répondre, c'est du point de vue de la corrosion, ben, qu'est-ce que ça entraîne? Oui, si on sauve 3 000 de carburant par année, c'est bien, mais si notre remorque, au lieu de durer, par exemple, j'ai un chiffre comme ça, au lieu de durer 8 ans, elle en dure 6, euh, du point de vue économique pour l'entreprise, c'est peut-être pas gagnant. Donc, c'est des questions auxquelles on devait répondre. Et on a équipé la remorque avec, vous voyez ici, ça, c'est une plaque de 22 pieds par 2 pieds. Une foule d'échantillons. On avait des plaques de ce type-là en avant, au centre et à l'arrière de la remorque. Un boîtier ici qui nous permettait de collecter des conditions de température, humidité, de wetness de surface. Donc, on avait aussi la position GPS du véhicule, on pouvait calculer sa vitesse. Et à travers tout ça, bon, on a fait des relations entre les différents types de corrosion. Par exemple, on a mesuré que le courant de corrosion galvanique d'un assemblage galvanique, donc matériaux dissimilaires, était relié de façon linéaire. Là, c'est en corrosion sur route. Hein. Attendez-vous pas à avoir une belle courbe, corrélation avec un R carré de 0,99. Ça existe à peu près pas, ce genre de choses-là, mais c'est sur route. Là. Donc, ici, on voyait vraiment qu'il y avait une relation entre la corrosion galvanique, entre deux matériaux ici. Donc, vous avez deux assemblages de ce type-là ici. On va le voir un peu plus loin, le détail de ça. Donc, corrosion galvanique ici, entre ces deux matériaux-là, il y a une relation avec l'amincissement d'un panneau de calibration en acier. Le panneau de calibration, ce sont ceux-ci. Vous voyez le tape qui est là. Au début de l'exposition, on enlève le tape. Et en dessous, ben, c'est de l'acier qui est nu, donc qui va s'amincir au fil du temps. Il y a une relation entre les deux modes de corrosion. De façon mécanistique, on s'y attendait. En théorie, c'est logique, mais est-ce qu'on va le voir dans la pratique? Des fois, on a des surprises. Ici, on réussit à le voir. Donc, c'est un exemple de test sur route. Un autre exemple ici, vous voyez une remorque de 53 pieds. Le dessous, on l'a complètement rempli. Donc, moi, j'ai pris la photo, j'étais où sont en anglais, c'est les landing gear, donc les pattes là, qui maintiennent la remorque lorsqu'elle n'est pas attachée au tracteur. Donc, vous voyez le dessous de la remorque, on a plein de foule d'assemblages. Je ne peux pas trop donner de détails ici. Là. Plein d'assemblages. Même chose ici, des assemblages, pardon, excusez-moi, sur le côté de la remorque, ici, des panneaux. Donc, ces échantillons-là ont passé 2 ans sur route. Donc, encore là, on avait une foule de capteurs pour comprendre qu'est-ce qui se passait spécifiquement sur ce véhicule. Un autre exemple ici, ben, sur un cube, c'est un cube 26 pieds ici, on avait des assemblages juste en arrière de la roue. Vous voyez la roue ici, ici on a le mode flat, donc je vais dire en français le pad, là. Pas tout à fait. Le garde-boue, c'est ça le terme. Et vous voyez ici, il y a des assemblages. Donc ça, ce sont les assemblages soudés par friction malaxage. Donc j'ai deux pièces ici en chevauchement, comme ça en overlap, et on a une soudure par friction malaxage au centre. Et ça, ce que ça fait, bien, ça laisse une crevasse. Hein. Chaque extrémité, on a une petite entrée. On voyait que le matériau, là, ici, on voit une coupe transversale, bien, il y a un des deux matériaux, de la ligne 70-75, lorsque soudé au 6005, on voit qu'on a un sévère problème de corrosion. Et on a réussi à le reproduire en laboratoire dans une cellule électrochimique. Donc, on a vraiment bien démontré que ce matériau-là, le 70-75, va corroder en premier. Lorsqu'il sera fortement corrodé, le 6005 se mettra à corroder à son tour. Donc, c'est le genre de choses où on passe de la route, l'exposition sur route, avec une foule d'échantillons positionnés à toutes sortes d'endroits. On vient capter aussi, on vient mesurer température, humidité, donc les facteurs qui viennent influencer la corrosion. On a aussi des sondes de wetness qui nous permettent de mesurer la concentration de sel en surface.
Et on vient faire les observations microscopiques. Et ensuite, ben, on va essayer de comprendre de façon plus mécanistique, avec nos appareils en laboratoire, qu'est-ce qui s'est passé pour que les matériaux corrodent de cette façon. Donc, c'est un autre exemple d'approche où on vient alimenter nos modèles numériques, avec des données phénoménologiques. Donc, des données qui proviennent de la route, qui vont venir supporter des modèles plus théoriques. Puis, un exemple pratique, on sait que le time to market dans l'entreprise privée, dans l'entreprise manufacturielle, c'est extrêmement important. Donc, quand je développe quelque chose, puisque je me dis, OK, ben, d'après mes mesures, d'après mes modèles, oui, ça va marcher. Puis j'aimerais, si possible, essayer d'éviter les étapes de validation, que ce soit en laboratoire ou chez des sous-contractants, ou si je peux en éviter le plus possible, ben, ça serait bien pour couper mon time to market. Ici, ben, je vous montre un exemple où la simulation numérique de la corrosion, telle qu'on la réalise, ben, permet de couper de façon drastique le time to market pour un exemple qui est bien spécifique. Donc, l'exemple que je montre ici, imaginez que vous avez un composite à fibre de carbone. Donc, c'est ce que j'ai ici à droite. La fibre de carbone, on pourrait dire que c'est un matériau plastique. Oui, la résine qui maintient les fibres ensemble est un plastique, peut-être un époxy vinylester, un polyester. On a beaucoup de choix. Mais la fibre de carbone en tant que telle, c'est un matériau qui est conducteur et qui a de très, très bonnes propriétés de réduction de l'oxygène. Donc, il va avoir tendance, on va voir le mécanisme dans les pages à venir, qui va avoir tendance à induire la corrosion chez un autre matériau avec lequel il va être mis en contact électrique. Donc, l'exemple que je donne ici, ben, j'ai mon composé de fibre de carbone qui est assemblé avec deux rivets à un alliage d'aluminium 6022, qui est un alliage typique pour la carrosserie automobile. Donc, ils sont assemblés ensemble et au lab, une chose qu'on a mesurée, c'est que si je prends cette. Là, oubliez ce qui est oublié ici, la petite bande 70-72, je considérais qu'elle n'est pas là. Si on prend cet assemblage-là de matériaux dissimilaires et qu'on l'expose à une pluie saline, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un courant galvanique. Un courant galvanique, nécessairement, quand on parle de processus galvanique, c'est un processus qui est spontané. Donc, c'est un peu l'inverse de l'électrolyse. L'électrolyse, pour se produire, on doit l'alimenter, donc on doit lui fournir une source de tension. Au contraire, le processus galvanique est un processus qui va nous fournir une tension électrique. Donc, en présence d'une certaine résistance, il y a un courant qui se développe. Donc, il y a un courant qui se développe naturellement en présence d'un électrolyte entre ces deux matériaux-là, et ce qui fait en sorte que l'aluminium ici va corroder. La fibre de carbone fait corroder l'aluminium. Une des façons de contrer ça, ce serait de dire, une façon qu'un mauvais ingénieur utiliserait, ce serait de dire, ben moi, je vais prendre des rivets, par exemple en aluminium, c'est une bonne idée, hein? Je vais prendre des rivets en aluminium, puis les rivets, ben, c'est eux qui vont ramasser en bon français le courant d'oxydation, puis ça va protéger mon alliage ici dans mon deuxième matériau. C'est des rivets qui vont corroder. Ben, je pense qu'il ne faut pas nécessairement être une 100 watts pour comprendre que protéger un assemblage en utilisant des rivets sacrificiels, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Bonne idée, par contre, pourrait être de dire, ben, moi, je vais garder mon assemblage structurellement intact. Donc, je vais prendre des rivets qui sont compatibles avec ma fibre de carbone. Par exemple, des rivets en stainless 304 ou en stainless 316. Nous, on a eu la chance d'avoir chez nous une BMW i3 qui avait reçu un impact par le derrière là, chez Transport Canada pour des tests. Nous, on l'a récupéré, on l'a tout désassemblé au complet, puis on a vu comment BMW assemblait leur fibre de carbone. C'est entre autres avec des rivets en acier inoxydable. D'ailleurs, on a fait des tests chez nous in-house avant, puis on s'est rendu compte que oui, c'est un bon matériau pour assembler la fibre de carbone. Donc, on utilise, disons, deux rivets en stainless, acier inoxydable de bonne qualité. On vient assembler nos deux matériaux. Et ce qu'on vient faire ici, dans la fibre de carbone, on vient faire une petite encavure en surface. On n'attaque pas l'intégrité du matériau. On n'est pas proche des rivets. Puis ce qu'on vient faire, on vient la positionner juste ici, tout près de l'aluminium. Et cet alliage-là, la propriété qu'il a, il est 99% aluminium, 1% zinc, il va corroder de façon généralisée. Et, en fait,
c'est lui qui va devenir la note. Donc, c'est lui qui va corroder préférentiellement au 60-22. Donc, il va venir protéger mon matériau ici. Donc, ça en fait une bande sacrificielle. Puis, ça, on a validé en laboratoire, puis effectivement, si on met un insert de 8 mm de largeur ici, on voit que le courant entre le CFRP et le 60-22 qui est là, ben, il est coupé de façon drastique. Donc, le modèle semblait nous donner la réalité, nous dire que ça va fonctionner. Nos expériences en lab nous montrent que ça marche. Maintenant, en service, est-ce que ça marche? Mais on a vu que oui. Vous avez ici des courants galvaniques mesurés sur un véhicule à différentes positions du véhicule. Je ne vais pas dans ces détails-là, mais différentes positions du véhicule, et on en a 7 différents. Courant galvanique assez élevé, somme toute. Par contre, si on prend le même assemblage et qu'on a notre bande sacrificielle de 70-72, on voit que pour les assemblages correspondants, regardez les couleurs, les mêmes couleurs, on voit que le courant est vraiment coupé. Donc, notre modèle numérique nous donnait vraiment la réalité de ce qui se passe en service sur un véhicule. Si on avait su, ben, l'étape de test en laboratoire, qui prend énormément de temps à mettre en place, on l'aurait laissé tomber. Mais pour être capable de faire ça, il faut avoir confiance dans notre modèle numérique. Et nous, de la façon qu'on bâtit nos modèles numériques, c'est en itérant entre le modèle et la route. Donc, c'est notre boucle d'itération où on vient faire une fois l'expérience sur route, on renforce nos modèles. Donc, on alimente constamment nos modèles avec des séries d'expériences, ce qui fait qu'au final, bien, ces modèles-là sont, le terme que moi j'utilise, c'est ils sont calibrés. Ils sont calibrés pour bien montrer quel sera le comportement réel en service. Donc, les formes de corrosion de l'aluminium qu'on va rencontrer couramment dans le domaine de l'automobile, bon, il y a Drive Aluminum, qui est une organisation qui publie plein de documentation au sujet de l'aluminium dans les transports. Puis un petit document qu'ils ont publié en 2017, ben, qui a mis au clair que les 3 formes de corrosion contre lesquelles on se bat principalement dans l'auto, ben, c'est la corrosion par crevasse. Crevasse, là, comme je l'avais montré un petit exemple tout à l'heure, faites un assemblage, il y a une petite ouverture entre les deux. Typiquement, une crevasse, on parle d'une ouverture de 50 à 200-250 microns. Si vous avez une ouverture d'un quart de pouce, là, ça ne s'appelle pas une crevasse. Okay? Donc, il faut vraiment avoir une très petite ouverture qui va vous créer une pile d'aération différentielle. Donc, je ne rentre pas dans le détail de ça aujourd'hui, mais c'est une forme de corrosion qui est, somme toute, dangereuse pour l'aluminium. Corrosion filiforme, ce n'est pas une corrosion qui est structurellement dangereuse, mais elle est dangereuse du point de vue, je vais dire, satisfaction du client. Corrosion filiforme a aussi, en anglais, c'est filiform corrosion, mais en anglais, on a aussi un terme qui illustre bien à quoi ça ressemble. C'est le terme worm-like, donc comme un ver. Donc, comment ça se manifeste? Ben, c'est comme s'il y avait un ver ou un petit serpent qui se promenait entre le substrat et la peinture. Donc, ça fait une espèce de trace. Donc, esthétiquement, c'est extrêmement dérangeant. Ça monte, on se dit, si on commence à avoir la corrosion filiforme sur une auto, un véhicule, après quelques mois ou 2-3 ans, on se dit, waouh, la qualité n'y était pas vraiment. Donc, l'aluminium peut être sensible à la corrosion filiforme, tout spécialement si on commence à ajouter beaucoup d'éléments d'alliage dans notre matériau. Donc, c'est un autre type de corrosion duquel il faut se méfier. Et finalement, la corrosion galvanique. Corrosion galvanique qui est vraiment notre focus d'aujourd'hui, qui est le focus actuellement, notre focus pour l'élément fini, le modèle d'élément fini. Et pourquoi on la considère si importante? Je vous disais tout à l'heure, un constructeur qui a une voiture, par exemple, qui est tout en acier, différents grades d'acier, qui veut intégrer progressivement de l'aluminium, ben, tu sais, je l'ai dit, hein, c'est pas agressif. Donc, on ne met pas à la poubelle tout ce qu'on a en acier pour amener de l'aluminium. À quelque part, on n'aura pas le choix, il va y avoir des joints aluminium-acier. Donc, qui dit matériau dissimilaire, mais dit risque de corrosion galvanique. Donc, un matériau favorisera la corrosion de l'autre matériau. Donc, on doit bien savoir gérer ce type de corrosion-là. Et c'est une chose qui, somme toute, se fait bien en éléments finis, d'après ce qu'on a pu démontrer. Pour la corrosion galvanique, ben, pour qu'elle se produise, il y a 3 conditions à rencontrer. Bon, on doit avoir des matériaux dissimilaires. On doit avoir un contact métal-métal et on doit avoir un contact électrolytique. Moi, je me souviens d'un moment donné, un client qui m'appelle à 8 h un lundi matin,
Ça, un appel à 8 heures un lundi matin, c'est comme si, bon, j'y ai pensé toute la fin de semaine, lundi arrive, là, je t'appelle parce que je veux je veux avoir une réponse. Le client m'appelle et dit, on m'a référé à vous, moi, je fabrique des portes et dans mes portes, j'ai des renforts. J'ai des renforts où j'ai de l'aluminium qui vient toucher à de l'acier. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit que je pourrais avoir des gros problèmes de corrosion galvanique. Il dit, moi, j'en ai vendu plusieurs, puis là, je suis en train de me demander si ce que je fais, c'est pas mal, puis que je n'aurais pas des gros problèmes. Ben, moi, ma première question était de dire, ben, vos portes, est-ce qu'elles sont étanches? Là où l'endroit où vous me parlez, est-ce qu'il peut y avoir de l'eau salée qui va rentrer là? Je dis, ben, absolument pas. Ben, j'ai dit, vous n'avez aucun risque de corrosion galvanique. Vous n'aurez jamais d'électrolyte. Vous n'aurez jamais une couche d'eau salée qui va entrer. Donc, oubliez ça. Donc, la corrosion galvanique, il faut avoir les trois conditions. Puis la façon de la gérer, généralement, on fait en sorte qu'on élimine une des conditions. Dans la vraie vie, quelqu'un qui décide, moi, je veux avoir aluminium puis acier, je n'ai pas le choix d'avoir ça, mais on ne commencera pas à dire non, 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 tu ne peux pas avoir de matériaux dissimilaires. Non, pour lui, c'est une condition sine qua non. Donc, matériaux dissimilaires, on ne peut pas y toucher. Contact métal-métal, ça, c'est bien beau de dire, OK, bien, entre mes matériaux, là, je vais mettre une feuille de plastique, je vais mettre un adhésif. Oui, tu peux avoir l'air de couper ton contact métal-métal, mais si tu mets un rivet plus loin, ton contact métal-métal, il va se faire via le rivet. Donc, dans la pratique, c'est pas toujours facile de couper ça. Contact électrolytique, des fois, on peut le couper en partie, des fois, c'est plus difficile. Donc, vous voyez, c'est pas nécessairement simple de gérer une problématique de corrosion galvanique. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a simplement à changer ou à éliminer une des trois conditions, puis on est correct. Donc, de quelle façon la corrosion va se produire? Ça, c'est important de bien le comprendre pour comprendre comment les modèles qui arrivent là, sont bâtis. Excusez-moi. Donc, imaginez deux matériaux similaires. J'ai mon premier matériau, par exemple, qui est la fibre de carbone, ici en rouge, et j'ai mon deuxième matériau ici, qui est un alliage aluminium en bleu. J'ai un électrolyte, de l'eau salée, ici, une jaune. Vous avez de l'eau salée. De quelle façon la corrosion galvanique va se produire? Ben, imaginez, vous avez l'aluminium qui peut à un moment donné s'oxyder, donc devient AL qui devient Al3+, plus 3 électrons. Les électrons, ça ne voyage pas en solution, ça voyage dans les matériaux, ça va en surface, ça cherche quelqu'un avec qui réagir. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, l'électron, de façon favorable, va se retrouver ici à la surface du matériau fibre de carbone, va y découvrir de l'oxygène, parce que dans l'eau, dans la vraie vie, dans l'eau, il y a de l'oxygène dessous. Et cette réaction-là va avoir. Donc, l'oxygène va être réduit pour donner des ions hydroxyle. Donc, tranquillement, le pH va augmenter en surface, surtout s'il n'y en a pas de convection. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il y a un transfert d'électrons du matériau qui corrode vers le matériau qui agit comme cathode. Donc, notre cathode devient en quelque sorte le promoteur de corrosion, la pompe à électrons. Donc, quand on dit l'oxygène fait corroder, ben, l'oxygène en tant que tel n'est pas agressif. Son rôle à l'oxygène, c'est d'accueillir les électrons qui sont générés par le matériau qui se dégrade. Donc, plus j'ai d'oxygène, plus ma capacité à réduire l'oxygène va être grande, mais plus le matériau va avoir tendance à s'oxyder et à donner ses électrons. Donc, ces électrons-là, au fur et à mesure qu'ils sont, en guillemets, mangés par l'oxygène, ben, c'est-à-dire plus ils sont mangés rapidement par l'oxygène, mais plus mon matériau va corroder rapidement. Donc, il faut voir ça comme un monstre à deux têtes, OK? J'ai une oxydation d'un côté et j'ai une réduction de l'autre. Si je réussis à bloquer ma réaction de réduction, je réussis à bloquer ma réaction d'oxydation. Dans la vraie vie, on parle rarement de bloquer, on va parler plutôt de ralentir à un niveau acceptable. Donc, ce que je veux faire, ben, c'est faire en sorte que ma réaction de réduction d'oxygène soit suffisamment ralentie pour que mon matériau corrode un peu moins vite. Donc, vous voyez ici un modèle, bon, ça c'est un exemple de la vraie vie qu'on a fait. Vous avez ici un rivet en aluminium. On a décidé de travailler de façon incorrecte pour montrer qu'est-ce qui se passerait. Un rivet en aluminium sur un matériau en fibre de carbone attaché sur de l'aluminium. Donc, on voit que le rivet s'est vraiment fait manger de ce côté-ci, puisque de ce côté-là, vous avez une très, très grande surface qui est prête à réduire l'oxygène. Donc, préférentiellement, l'aluminium se fait corrodé de ce côté-là. Et on voit que l'aluminium ici, la série 6000, là,
et ce duo aussi. Et on a bien reproduit ce qui s'est passé ici en élément fini. Ici, ce que vous avez, c'est la perte d'épaisseur du matériau. Donc, on voit qu'elle est plus intense ici à droite. Donc, tel que rendu par la photo qui est juste ici. Donc, une autre façon de représenter ça que j'ai trouvé en fait, c'est le même processus. Je trouvais qu'il était bien illustré dans l'article dont vous avez la référence ici en bas à gauche. Donc, les électrons partent du matériau qui est corrodé pour se retrouver dans le matériau ici qui est la fibre de carbone pour avoir la réaction de réduction. Donc, monstre à deux têtes, vous avez l'anode qui s'oxyde, toujours l'anode qui s'oxyde. De toute façon, elle va générer les électrons. Vous avez la cathode qui est prête à les accepter, qui va, à la surface de laquelle vous allez avoir la réduction d'oxygène. Donc, plus la réduction d'oxygène est intense, est efficace, demande peu d'énergie, mais plus la réaction anodique sera favorable. J'insiste là-dessus parce qu'on va en reparler abondamment un peu plus. Donc, dans l'exemple ici, je vous montre deux matériaux macroscopiques. Vous avez le fibre de carbone avec aluminium. Donc là, on voit bien les deux substrats dissimilaires. Un rivet aussi dissimilaire assemblé à tout ça. Ici, c'est un peu le même exemple. Vous avez un rivet ici, dans ce cas-ci, c'est un SPR, Self-Pursing Rivet. Donc, avec CFRP et aluminium. Mais ce mécanisme-là de corrosion galvanique se passe aussi à l'échelle du microscopique. Donc, dans un alliage d'aluminium, la façon qu'un alliage va corroder, seul, entre guillemets, c'est un peu, pas juste un peu, c'est la même approche. Vous avez une zone ici, par exemple, sur l'aluminium, où vous avez un défaut dans l'oxyde. C'est un des modèles existants. Vous avez un défaut dans l'oxyde. L'aluminium va avoir tendance à corroder sur ce défaut-là. Les électrons générés ne voyagent pas dans l'électrolyte, voyagent dans le substrat conducteur et vont venir ici, préférentiellement, passer à travers une particule, par exemple, de fer. Vont se retrouver en surface ici et vous allez avoir la réduction d'oxygène à la surface. Donc, dans le matériau même, là, je n'ai pas une combinaison de plusieurs matériaux, j'ai un seul matériau. Donc, dans le matériau même, ce qui va contrôler la vitesse de corrosion de l'aluminium, ce sera une réaction microgalvanique. Donc, je fais une histoire courte, là. Les alliages d'aluminium peuvent corroder selon d'autres modèles, mais ça, la piquration de l'aluminium en tant que tel va se produire selon un mécanisme comme celui-là, qui est un mécanisme de corrosion microgalvanique. Donc, nous, de quelle façon on gère ça? Actuellement, ce qu'on développe, ce sont des modèles avec lesquels on crée des exécutables. Donc, on partage carrément les exécutables aux clients. Actuellement, ce ne sont pas des logiciels dans lesquels on peut importer une géométrie. Ce sont des applications que l'on développe à l'aide dans COMSOL. Donc, avec le support aussi de Python et on utilise aussi Orange, qui est une plateforme de data mining, somme toute, assez intéressante. Je vous intéresse à aller voir ça. C'est vraiment, je ne dirais pas low code, c'est no code. OK? Il n'y a pas de codage à faire dans Orange. Par contre, vous pouvez faire des opérations et avoir le code en arrière qui se génère et l'apporter dans Python. Donc, ce qui gère en arrière de Orange, c'est du langage Python. Donc, vous pouvez l'exporter dans Python et ensuite améliorer votre code directement dans un éditeur comme Spider. Donc, on développe des applications de ce type-là qui sont des exécutables. Le client l'installe sur son ordinateur, vient sélectionner ses matériaux. Vous avez des listes ici, c'est des menus. Va changer la géométrie, peut faire bouger les rivets, peut décider, là, je veux de la peinture, là, j'en veux pas. Ici, je veux un insert, je le bouge. À la surface de mon matériau, je bouge mes rivets. Donc, ça lui permet de vérifier. On va voir un exemple plus loin où on prend cette application-là, puis on l'adapte à un cas réel. Malgré qu'on n'est pas capable d'entrer pour l'instant la géométrie complète, mais on peut bouger les composantes de sorte que le résultat qu'on a, on est vraiment confiant que ça représente le cas dans la réalité. Vous allez voir que ça donne quelque chose d'assez fidèle aussi à la réalité. Donc, la beauté de cette approche-là aussi, c'est qu'on a entre nous-mêmes l'information dont le modèle a besoin pour chacun des matériaux que l'on caractérise. Donc, si un client nous arrive et dit, moi, j'ai tel type d'acier, peux-tu l'incorporer dans le modèle? Parfait. On va au laboratoire, on fait les mesures qu'on doit faire sur le matériau en question et on vient incorporer l'information dans le modèle. Donc, ça crée une nouvelle version. Donc, de quelle façon, comme ça, vient gérer, si on regarde un peu plus là, pour la nature du code, de quelle façon
comme ça vient gérer, pas gérer la corrosion ou, disons, mathématiser la corrosion. Mais la première des choses, c'est qu'on travaille avec une interface de type shell. Je vous disais qu'en corrosion galvanique, une des conditions sine qua non, c'est d'avoir un électrolyte en surface. Donc, l'électrolyte, si vous êtes, par exemple, dans le domaine automobile, l'électrolyte que vous allez avoir en surface, ce sera, la plupart du temps, une couche mince. Une couche mince. Vous ne serez jamais comme dans le cas d'un bateau, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Un bateau, lui, est plongé dans la mer et a une épaisseur qu'on pourrait considérer dans un modèle pratiquement infini d'électrolyte, ce qui est en immersion. Dans le cas d'une voiture, d'un véhicule de transport terrestre, ce serait aussi vrai pour un avion. On a une mince couche d'électrolyte qui fait en sorte que si je prends une surface comme celle-ci, où j'ai une dimension de, disons, 30 cm par 30 cm, ben, ce qui se passe à l'extrémité ici aura très peu d'influence sur ce qui se passe à l'autre extrémité. Puisque j'ai un électrolyte qui est mince, qui est conducteur, mais pas conducteur à l'infini. La conductivité de mon électrolyte, ce n'est pas celle du cuivre. Là. Donc, avec une interface de type shell, ce que ça nous permet, ben, ce que ça fait en fait, c'est que ça considère que, pardon, euh, euh, je pourrais l'exprimer simplement. Euh, ben, premièrement, ça vient réduire beaucoup la complexité de calcul, puisque le type shell vient considérer qu'on n'a pas de variation dans l'épaisseur de l'électrolyte. Donc, tout se déroule de façon tangentielle au substrat. Donc, tant qu'on a un électrolyte mince, ça, je l'ai validé. Si je suis dans l'ordre de 500 microns, 1 mm, 2 mm, je suis correct. J'aurai les mêmes résultats en dessinant un électrolyte, je veux dire, une couche d'électrolyte que je vais mailler comme une composante du modèle. J'aurai le même résultat que si j'utilise le modèle Shell qui, lui, considère seulement le comportement de façon tangentielle. Donc, ça permet de faciliter beaucoup la simulation et surtout, ça l'accélère énormément. L'application que je vous ai montrée ici, un des objectifs, c'est de permettre au client de faire rapidement des itérations. Ce qu'on veut éviter, c'est que le client fasse des choix, clique sur Compute et ait seulement les résultats le lendemain matin. Okay? Typiquement, là, faire le calcul, ça va lui prendre dans le plus des plus 3 à 4 minutes maximum. Donc, c'est quand même assez rapide. Et bien, les équations, en arrière de ce modèle-là, somme toute, l'équation de base est assez simple. On la voit, en fait, il y en a deux. On les voit ici. Et c'est ce que je vais vous montrer à l'heure actuelle, dans les prochaines pages. Donc ici, c'est un peu le résultat final de l'équation qu'on va voir de Nernst-Planck, une fois simplifiée. Donc, commençons de cette façon-là. Ben, première chose qu'on peut dire, c'est que dans un électrolyte, le flux des espèces qui vont transporter le courant peut être attribuable à trois phénomènes. Donc, la diffusion qui est due à un gradient de concentration. Donc, si j'ai une concentration plus élevée à un endroit versus moins élevée à un autre endroit, ben, je vais avoir un flux dû à cette différence de concentration-là. Donc, j'aurai un phénomène de diffusion. La migration, qui, elle, essentiellement, est due à un effet de potentiel, donc un gradient de potentiel, et finalement, ben, la convection. Donc, dans lequel ici, ben, j'ai une composante qui est la concentration. Donc, plus ma concentration d'espèces ioniques est élevée, plus j'aurai une convection 1, c'est-à-dire plus j'aurai un flux d'espèces élevé, et le paramètre U ici, bien, qui est le vecteur vélocité, donc nécessairement, bien, si mon électrolyte se balade à la surface de mon matériau de façon laminaire, c'est toujours plus facile de simuler quelque chose qui est laminaire, donc à une très très grande vélocité, ben, j'aurai un flux d'espèces I qui sera plus élevé. Donc, c'est disons, le point de départ de base d'à peu près tous les phénomènes électrochimiques que l'on veuille les comprendre au laboratoire ou en simulation. Il faut toujours considérer ces trois phénomènes-là, diffusion, migration, convection. Donc, première des choses qu'on peut faire, bien, si on considère la mobilité des ions, pardon, UM, qui est un des paramètres qu'on a vu, qui était ici, ce paramètre-là peut être calculé de la façon suivante. Bien, on prend le coefficient de diffusion, D, on divise par RT, constante des gaz parfait, température. Bien, on peut réécrire un peu différemment notre équation. Donc ça ici, N, ben, c'est le flux des espèces. Ce n'est pas le courant généré. Ce qu'on va considérer comme étant le courant généré,
Ben, c'est la somme du produit de la charge des espèces, donc Z qui est la charge. Donc, est-ce que j'ai une espèce Na+, est chargée positivement, Cl- est chargée négativement. Donc, je fais la somme du produit du flux des espèces multiplié par la charge, et ensuite, je multiplie par la constante de Faraday. Puis moi, j'ai toujours le même réflexe. J'enseigne aussi la chimie physique à l'université. C'est quelque chose que je dis toujours à mes étudiants. Pour vous convaincre qu'une équation est correcte, allez voir les unités. Ici, si on va voir les unités, bien, on a des coulombs par mol pour la constante de Faraday. La charge est un paramètre sans unité, donc je mets 1. Et le flux des espèces, bien, généralement, on va parler d'une densité, donc c'est des moles en moles par seconde par mètre carré. Donc, si je simplifie ça, ça me donne des coulombs par seconde par mètre carré. Et les coulombs par seconde, ben, c'est un débit de charge, donc ce sont des ampères. Donc, la valeur de I qu'on a ici, en fait, c'est pas juste un courant, c'est une densité de courant. Okay? Donc, ce sont des ampères par mètre carré. Donc, ben, sachant ça, ce que je peux faire, ben, c'est de multiplier l'équation que j'ai ici par la constante de Faraday fois Z. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, j'ai encore mes trois termes, diffusion, convection, migration. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir le flux des espèces comme paramètre à gauche, ben, l'équation de Nernst-Planck devient le courant est égal à la somme des contributions de diffusion, convection et migration. Maintenant, si je veux simplifier cette équation-là, il y a deux choses que je peux faire. La première chose, dans le fond, ça amène une contrainte. Contrainte au modèle d'ensemble, ça va beaucoup simplifier, c'est celle d'électroneutralité. Si je fais une solution de NaCl, par exemple, vous mettez 5 grammes de NaCl dans 100 ml d'eau, ben vous avez le même nombre de charges positives que de charges négatives. Donc, si vous faites la somme du produit des charges fois la concentration, ben vous allez avoir quelque chose qui est égal à 0. Votre solution est électroneutre. Donc, le paramètre qui est ici, donc le paramètre de migration, va devenir égal à 0. Paramètre de convection va devenir égal à 0. Donc, c'est aussi de dire, la convection d'une solution électroneutre ne cause pas de flux de courant net. Donc, vous pourriez avoir un flux de courant positif, mais celui qui sera négatif sera de même grandeur. Donc, le flux de courant net sera égal à 0. Donc, ce paramètre-là, on peut le considérer comme étant net. Donc, on se retrouve avec seulement les deux premiers paramètres, donc diffusion et convection. Diffusion et migration. Pas que je me mêle, là. Diffusion, migration, convection. Et on les reconnaît essentiellement ici. Donc, diffusion, pour avoir une diffusion, il faut un flux de concentration. Et pour avoir une migration, il me faut un flux, c'est-à-dire un gradient de potentiel. Donc là, ici, j'ai éliminé le troisième terme. Il me reste les deux premiers termes. Si je regarde maintenant le premier terme, lui aussi, il va tomber égal à 0, ou à tout le moins, il va devenir beaucoup plus petit que le deuxième, dû au fait que dans ma solution, j'aurai très, très peu de gradient de concentration, puisque ma concentration d'électrolyte en solution, elle est tellement élevée qu'elle ne changera pas. Donc, mon gradient de concentration ici va tomber proche de 0. Lui, on hésite plus à le mettre égal à 0. Ce qu'on va dire, il va vraiment tendre vers 0, ce gradient-là, ou à tout le moins, mais sa contribution va être beaucoup plus petite que ici l'effet de la migration. Donc, si je le considère aussi très faible par rapport au deuxième, je me retrouve avec une équation de Nernst-Planck qui est vraiment simplifiée, où j'ai simplement le courant, L ici, pardon, c'est le courant limite. J'aurais dû le... pas limite, excusez, il ne faut pas jamais. C'est le courant, oui, courant limite. OK, pardon, oui, c'est vraiment le courant limite. Donc, le courant limite est égal ici simplement au terme de migration. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, sous les conditions de composition constante de l'électrolyte et que les charges, les ions qui transportent les charges, demeurent à concentration constante. Vous savez, des Cl- des NaCl dans le sel de déglaçage qu'on trouve sur les routes, une fois que tout ça est solubilisé, les concentrations sont super élevées. Donc, malgré tout ce qui va se passer à la surface du matériau, l'implication de ces ions-là à la surface du matériau, la concentration des espèces agressives va être
va très, très peu varier. Donc, le gradient va devenir extrêmement faible. Donc, le courant de diffusion, bon, on peut le considérer à peu près nul, ce qui fait que notre équation de Nernst-Planck, simplifiée à son maximum, est égale à ce qu'on voit ici. Et la conductivité de l'électrolyte, elle est donnée par pratiquement l'ensemble de cette équation-là, à l'exception ici du gradient de potentiel. Donc, le courant, finalement, le courant que l'on simule dans notre modèle, bien, il y a deux contributeurs principaux. Donc, la conductivité de l'électrolyte, qui est donnée par l'équation qui est ici. Donc, qui, elle, est importante. Bon, F, constante de Faraday, R, ce sont des constantes. Température, elle peut changer. Coefficient de diffusion. Coefficient de diffusion ici, ce qu'on va surtout regarder, c'est le coefficient de diffusion de l'oxygène. On a vu tout à l'heure que l'oxygène, lui, va chercher les électrons. Hein. Donc, quelque part, c'est lui qui alimente notre réaction d'oxydation. Donc, c'est l'agent oxydant, l'oxygène ici. Et bien sûr, ben, la concentration de l'oxygène aussi qui va être importante. Donc, la conductivité de l'électrolyte est importante. Ici, bien sûr, oui, on considère l'oxygène, mais on considère aussi les sels dissous. Et finalement, ben, le gradient de potentiel. Donc, si on n'a pas de gradient de potentiel, ne pas avoir de gradient de potentiel, ça veut dire quoi? Ben, ça voudrait dire avoir un matériau qui est entièrement pur. Donc, quand je dis pur, c'est pur. Ce n'est pas juste de dire j'ai de l'aluminium de série 1000 qui va contenir un peu de fer. Non, ça, c'est capable de corroder aussi. Donc, si j'ai quelque chose qui est entièrement pur, ben, je n'ai pas de gradient de potentiel, tout le monde est égal. Donc, zéro gradient de potentiel veut dire pas de courant. Mais dans la grande majorité des cas, prenez un matériau sur un véhicule qui roule en plein hiver, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un électrolyte à sa surface. Donc, vous allez avoir une conductivité de l'électrolyte. Et si vous avez des matériaux dissimilaires, ce qui est toujours le cas, hein, vous avez une attache mécanique qui va tenir une feuille d'acier, ou ça peut être même un joint de soudure. La soudure, sa nature chimique n'est pas nécessairement la même du matériau qu'on vient assembler. Donc, on a un certain gradient de potentiel. Donc, dès qu'on a un électrolyte conducteur, un gradient de potentiel, ben, on va générer un courant qui ne sera pas nul. Et encore là, ben, si on veut se convaincre que ça ici, ça donne des unités de courant, ben, conductivité de l'électrolyte, on parle de Siemens par mètre. Un gradient de potentiel, on est en volts par mètre. Donc, on revient ici, la définition fondamentale du Siemens, ben, ce sont les ampères par volt. Donc, à partir d'ici, ben, je vois que mes volts s'éliminent, il me reste des ampères par mètre carré. Donc, encore là, ce que j'ai, c'est une densité de courant. Donc, la petite équation, qui semblait toute simple ici, ben, elle vient de l'équation de Nernst-Planck qu'on a simplifiée au maximum pour faire en sorte, ben, en la simplifiant aussi, les hypothèses qu'on a prises pour le faire sont correctes. Donc, ça nous permet d'avoir un modèle qui va calculer, qui va réussir à converger très, très, très rapidement. Donc, on voyait ici les deux paramètres importants. Et l'autre équation ici, celle-ci devient importante dès lors que l'on a une source externe de courant ou encore un sink. Donc, une perte de courant vers une batterie, par exemple, ou encore qu'on a une batterie qui vient appliquer un potentiel à notre système. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité des cas. Pour les véhicules électriques, on pourrait peut-être se poser des questions à savoir est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des courants parasites, des stray currents. À ce moment-là, ben, la valeur de QL ne serait pas égale à 0. Ça aurait une influence sur la corrosion. Dans la très, très grande majorité des cas, quand on parle de corrosion galvanique, on n'a pas de source externe, donc QL est égal à 0. Donc, le potentiel qu'on voyait ici, on parle d'avoir un électrolyte à la surface de nos matériaux et avoir un gradient de potentiel. Bien, ce gradient de potentiel-là, quand on va au laboratoire, une petite expérience super simple qu'on peut faire, c'est la suivante. Bon, on le fait à plusieurs reprises. Je prends un alliage d'aluminium. Là, Christophe, je suis peut-être en train de déborder de mon temps. Là. Je sais qu'on avait parlé d'une heure, peut-être pour encore peut-être 10 minutes. Est-ce que ça convient? Ouais, c'est correct. Correct. Pas de problème. Je te remercie. Donc, je prends l'aluminium avec l'acier inoxydable. Ils sont attachés ensemble. Là, j'ai mis des boulons en plastique parce que je ne veux pas avoir un troisième matériau conducteur. Donc, boulons en plastique. Les deux sont assemblés ensemble. Donc, j'ai deux matériaux similaires. J'ai un contact métal-métal et j'ai un électrolyte. J'ai les trois conditions pour avoir la corrosion galvanique.
Qu'est-ce que je viens faire? Je viens brancher mon assemblage à un potentiostat et je viens utiliser une électrode de référence que je viens balayer à la surface de mon matériau. Et ça, ce que ça me permet de faire, vous allez voir ensuite, on l'a fait avec un robot, ça permet de mesurer quel est le potentiel de mon électrolyte en différents points de mon assemblage. Une fois que je connais le potentiel de mon électrolyte, donc une fois que je connais ce paramètre-là, si je connais la conductivité de mon électrolyte, en principe, je suis capable de déterminer quel sera le courant. Mais ce n'est pas des calculs faciles à faire à la main, et c'est là que le modèle numérique devient un atout extraordinaire. On va y arriver bientôt. Donc, ce type de mesure-là, je peux le faire avec un robot. Donc, on a un petit robot chez nous, on en a plusieurs. On a un tout petit 3 kg payload. Donc, vous voyez l'assemblage de matériaux dissimilaires ici. Vous voyez la pipette, on fait couler de l'électrolyte avec une pompe péristaltique pour qu'on ait toujours un courant qui se maintienne. Le robot, lui, vient scanner la surface et vient mesurer le potentiel dans différents points. Donc, dans des conditions où on n'a pas d'agitation et dans des conditions où on a l'électrolyte qui arrive à un très, très bon débit, entre 200 et 500 ml par minute. Donc, vous voyez que les courbes expérimentales, donc en très plein ici, vous avez les courbes expérimentales, mesure du potentiel en fonction de la position sur l'assemblage aluminium, fibre de carbone. Et en pointillé, vous avez la simulation numérique. Donc, on réussit à retrouver en simulation numérique la distribution de potentiel que notre électrode de référence vient mesurer à la surface de l'assemblage. Donc, étant donné qu'on a un électrolyte conducteur, qu'on a une différence de potentiel, bien, il y a un courant qui passe. Et ce courant-là, bien, expérimentalement, on l'a mesuré. Vous voyez, les fils ici sont branchés. On vient mesurer quel est le courant qui passe. Expérimentalement, on est entre 4,2 et 4,5. En simulation, on est autour de 5,4. Je veux dire, oui, vous avez 20 d'erreur, mais en corrosion, on ne gère pas toujours à 20 après. Okay? On va souvent s'intéresser à vouloir faire diminuer la corrosion d'un facteur 2, d'un facteur 5, 10, même parfois 100, 2 ordres de grandeur. Donc, la simulation était quand même pas très, très loin de nos données expérimentales. On va voir un peu plus loin comment... Il va falloir y arriver rapidement. Je vais regarder quelque chose. La prochaine va peut-être aller plus vite. Donc, actuellement, là, je vous parlais de potentiel, mais actuellement, la façon dont beaucoup d'ingénieurs vont voir si des matériaux sont compatibles, bien, ils vont chercher Galvanic Corrosion sur Google, ils vont tomber sur des chartes comme celle-ci. Ces chartes-là, qu'est-ce qu'elles disent? Bien, si vous avez deux matériaux qui sont proches dans leur échelle de potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai deux matériaux qui sont proches, je reviens à mon équation ici, vous allez avoir un faible gradient de potentiel, donc, généralement, un faible courant associé quand vous allez mélanger ces matériaux-là. Donc, on pourrait dire, selon ça, que le graphite et le titane pourraient être assemblés ensemble. On pourrait dire que le titane et l'aluminium, il ne faut absolument pas mettre ça ensemble, ça va être la catastrophe. Aluminium et acier inoxydable, un peu moins pire que titane. C'est ce que ça semble nous dire. Donc, on doit avoir les potentiels le plus proches possible. Ça, c'est la théorie. Tu sais, je vous dis, un outil de qualité, moi, quand les gens me disaient, je peux-tu utiliser ça, ben, des fois, ce qui me vient en tête, c'est, bon, je l'ai carrément écrit. OK, ce n'est pas nécessairement un outil de qualité. Pourquoi? Ben, ça tient compte seulement de la thermodynamique. La corrosion, si elle se déroule de façon spontanée, oui, c'est parce que la thermodynamique l'a rendu possible. Mais ce qui nous intéresse en corrosion, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Donc, c'est comment la thermodynamique va influencer la cinétique. Donc, en bout de ligne, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la faisabilité, c'est est-ce que ça se passe, oui ou non. Donc, c'est la vitesse de corrosion qui m'intéresse. Donc, pour regarder la vitesse de corrosion, de quoi on a besoin? Bon, on a besoin de ce genre de courbe-là. Ce genre de courbe-là, c'est le pain et le beurre d'un modèle numérique en corrosion. Okay? Si vous n'avez pas ce genre de données-là, vous ne serez jamais capable de bâtir un modèle numérique en corrosion. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire le modèle, ce type de courbe-là? Bien, il vient dire pour un matériau spécifique, prenons par exemple la fibre de carbone, ici c'est FRP, pour chacun des potentiels que l'on voit ici, vous avez les courants qui sont associés. Donc, vous avez une relation potentiel-courant. Ce qui fait en sorte que quand je mélange, par exemple, j'assemble ensemble la fibre de carbone
et l'aluminium. Ce que je vois ici, là, je vais aller vite là-dessus, je ne vais pas faire un cours de corrosion trop détaillé, là. Mais ce qu'on voit ici, c'est l'intensité de la réduction de l'oxygène à la surface de la fibre de carbone. Et la branche que l'on a ici pour 60-62, c'est l'intensité de son oxydation. Et donc, le courant de corrosion, si, là, j'ai les courants ici pour une surface de 1 cm², si je prends 1 cm² de 60-22 aluminium avec 1 cm² de CFRP qui se font face, qui voient le même électrolyte et qui sont branchés électriquement, voici le courant qui sera développé. On aura un courant d'environ entre 20 et 30 microampères par centimètre carré. Donc, ça me permet de relier la thermodynamique, le potentiel au courant. Donc, ce qu'on voyait précédemment dans le modèle, le courant est déterminé par la conductivité de l'électrolyte et le potentiel, mais le potentiel, je dois être capable de le relier au courant de cette façon. Donc, si je n'ai pas ce genre de support-là en arrière d'un modèle numérique qui relie potentiel et courant, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je reviens à la page précédente, là. Selon cette charte-là, un des pires cauchemars qu'on peut avoir, c'est si on mélange l'aluminium avec le titane. D'après ça, d'après cette charte-là, on serait mieux de mélanger l'aluminium avec l'acier inoxydable. Ça, c'est selon la thermodynamique. Si on regarde la cinétique, ici, vous avez la courbe d'oxydation d'aluminium, courbe de réduction à la surface du titane 64, pour 6 aluminium, 4 vanadium, et la courbe de réduction à la surface du stainless, ici, 410. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, le point de rencontre aluminium-stainless est beaucoup plus élevé. Il est 10 fois plus élevé. Vous avez une échelle logarithmique ici à gauche. Il est 10 fois plus élevé là que là. Donc, moi, ça me donne le choix. On me dit, tu as à rééviter de l'aluminium, tu as le budget pour t'acheter des rivets en titane. Donc, je veux dire, go for it. OK? On y va avec les rivets en titane pour une corrosion galvanique beaucoup moins intense. Ça le prouve. C'est une donnée cinétique. Ma thermodynamique ne me disait pas ça. Mais c'est la cinétique qui gagne. OK? Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la cinétique sous les conditions thermodynamiques en vigueur. Donc, ça, c'est super important. Puis, ben, une entreprise qui le fait bien, je disais qu'on a démonté une BMW i3. Sur la BMW i3, il y avait le boîtier ondulateur qui permet qui est carrément la drive là, pour le système électrique. On l'a tout débattu, on a pris les connecteurs électriques, le boîtier lui-même qui est casté, le couvercle qui est une feuille estampée, puis on a fait des courbes de polarisation. Donc, ces courbes-là, qu'on appelle courbes de polarisation, donc pour avoir la relation courant-potentiel, on change le potentiel, on regarde quelle sera la réponse en courant. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que BM, ils ont vraiment bien fait leur travail. Si je prends par exemple un connecteur qui vient en contact avec le boîtier, on voit que la branche ici de réduction pour le connecteur vient toucher la branche d'oxydation du boîtier, qui est la branche en noir qui monte ici, à un courant relativement faible. Il aurait été possible qu'il coupe vis-à-vis ici, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est un courant qui est relativement faible. Puis on peut faire la même analyse pour toutes ces courbes-là, puis on voit que c'est très, très bien fait. Donc, la gestion de la corrosion galvanique a été très, très bien pensée pour cette composante-là. Puis, une des règles à éviter quand on se met à mélanger des matériaux, puis ça, c'est une règle générale que l'on connaît dans le monde de l'ingénierie, mais que les modèles rendent aussi très, très bien. C'est la surface de la cathode versus celle de l'anode. Je vous disais, la branche de réduction d'oxygène, ici la branche en bleu qui s'en va vers la gauche, la branche en verte qui s'en va vers la gauche. Si vous avez une surface d'acier de 10 cm², vous allez avoir à la surface d'aluminium ce courant d'oxydation-là. Si vous avez une surface de 1 cm², vous allez avoir ce courant-là. Donc, le fait d'augmenter la surface de l'acier d'un facteur 10 qui touche l'aluminium, vous allez augmenter la vitesse de corrosion de l'aluminium d'un facteur 10. Donc, oui, c'est l'aluminium qui corrode, mais c'est l'acier qui le fait corroder, clairement, en mode galvanique. Et donc, vous devez contrôler la surface de l'acier qui est en contact avec l'aluminium. La meilleure façon de contrôler la surface de l'acier, bien, encore là, c'est de la peindre. Si vous mettez de la peinture, la courbe qui va être en bleu ici, bien, elle va baisser ici, elle va venir croiser la courbe d'oxydation de l'aluminium à une valeur qui est très, très basse.
Et pour être capable d'alimenter les modèles numériques avec ce genre d'informations-là, ce qu'on va préférer généralement, ce ne sont pas d'entrer des splines, des courbes splines comme ça. On va plutôt décomposer les courbes que vous voyez ici, par exemple la courbe en rouge. On va la décomposer selon ses composantes individuelles. Donc, dans ces courbes-là, j'ai une courbe d'oxydation, j'ai une courbe de réduction de l'oxygène, j'ai une courbe d'évolution d'hydrogène. Donc, on va venir décomposer la courbe pour être capable d'aller chercher à partir des équations fondamentales. Et c'est là qu'on passe du domaine phénoménologique au domaine plus théorique. Donc, on vient décomposer pour avoir les valeurs de chacun des paramètres des équations. Et ça nous permet de vraiment bien, je vais dire, alimenter nos modèles numériques. Je parlais d'épaisseur d'électrolyte. Ça va bien au lab, hein? On a un petit électrolyte à la surface d'un matériau. On peut le mesurer son épaisseur avec un device comme celui-là. On est capable, avec la loi de Nusselt, de voir quelle sort ma variation d'épaisseur d'électrolyte en fonction de la température. On peut faire des beaux petits calculs comme ça va super bien. Mais dans la vraie vie, là, ça ressemble à ça sur un véhicule. Il y a des échantillons. Là, on voit, on a des échantillons. Là, on les voit un petit peu. Là. Mais là, on les a perdus, disons, en dessous d'une grosse motte. Là. Mais ça, c'est la vraie vie. Donc, quand je vous parle de modèles phénoménologiques que l'on doit développer pour être capable de les incorporer dans des modèles numériques qui sont soutenus par des équations fondamentales, comme celle de Hertzplan qu'on a vue, malgré qu'elle a été simplifiée, on a besoin de modèles phénoménologiques pour être capable de faire en sorte que ces modèles-là reproduisent vraiment le comportement réel en service. Donc, on voit que la réalité, bien, souvent, elle est loin du lab. Donc, on doit tenir compte de ça. Puis, ben, moi, une façon de. Quand j'ai vu, je veux dire, quand je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on a comme électrolyte à la surface de nos matériaux? Ben, ce que j'ai fait pendant un hiver, et je l'ai fait à 25 reprises, j'allais chez la compagnie de transport avec laquelle on fait affaire. Je m'apportais une chaudière de 20 litres, un bon vieux 5 gallons. Je brisais la glace et la neige avec un balai à neige ici, je ramassais ça, je mettais ça dans ma chaudière de 5 gallons. On mettait ça au lab dans des ziplocs, on laissait décongeler ça. On envoyait ça à l'INRS, ils nous analysaient le contenu en chlorure, en sulfate, tous les anions, les cations, les métaux présents dans ces mottes-là. Puis pour nous, c'est des données extrêmement précieuses. Ça nous permet de savoir quelle est la composition de l'électrolyte à la surface du matériau. On s'entend que c'est très, très gelé comme ça, les courants sont très faibles, mais quand ça se met à réchauffer, on a vraiment une couche d'eau en surface. Là, ça commence à corroder de façon précieuse. Et ces courants-là, on vient les mesurer en service. Vous avez le courant galvanique qui passe en fonction de la date. C'est un certain assemblage qu'on avait sur un véhicule. Donc, la façon de mesurer le courant, puis ensuite, c'est important pour nous d'avoir ces mesures-là pour s'assurer que nos modèles donnent la réalité en bout de ligne. Donc, nos deux substrats, quand ils sont en contact, on a vu une représentation dans les pages précédentes, on voyait que les électrons, par exemple, si mon substrat 1 est l'anode, les électrons passent ici à travers, passent à travers le contact électrique qui se fait entre les deux substrats et viennent causer une réduction à la surface du substrat 2. Nous, on veut mesurer le courant, donc on doit faire en sorte que les électrons ne passent pas par là. Par contre, ils doivent se rendre à la surface du substrat 2. Donc, on les dévie dans un circuit externe. Donc, on vient mettre un isolant électrique très, très mince entre nos deux substrats, qui paraît à peu près pas. Donc, le courant vient passer ici dans un circuit externe. On vient se mettre une résistance de 1 ohm, donc une résistance de shunt, carrément. On vient se mettre un voltmètre au bord ici. Donc, le courant va passer ici, à travers cette résistance de 1 ohm-là. On vient mesurer le potentiel au bord de la résistance. Donc, on connaît V, on le mesure, on connaît la résistance, donc on est capable de calculer le courant qui passe par la résistance de shunt dans le circuit externe. Puis, en bout de ligne, on est capable de savoir, durant, par exemple, un hiver complet, on fait l'intégrale du courant fois de IDT, le courant en fonction du temps, et ça nous donne la charge complète qui a passé durant l'hiver. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on avait 183 coulombs. La charge d'un électron correspondant à 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Donc, on avait 183 coulombs qui ont passé durant 3 mois et demi d'hiver. Après ça, on peut aller au lab, puis là, dire, OK, si je veux représenter cet environnement-là, je dois faire en sorte que mon assemblage référence témoin, lui, durant mon test d'exposition cyclique ou ma nouvelle procédure, on doit aussi mesurer 183 coulombs durant la durée de notre exposition. Donc, par exemple, un certain débit d'électrolyte,
le temps requis pour passer une charge Z1 pourrait être de 38 heures. Donc, je sais que, par exemple, en 38 heures, dans une certaine procédure de laboratoire, mais j'ai simulé ce qui s'est passé pendant 3 mois et demi, pardon, sur un véhicule. Donc, on est capable de cette façon-là de faire des choses qui sont quantitatives. Ça, c'est une approche assez nouvelle. Puis beaucoup de gens nous demandent souvent, moi je me fais poser la question depuis 15 ans, je vais faire un test. Ce test-là, ça correspond, cette norme-là, ça correspond à combien d'années dans la vraie vie? Ben, pas toujours facile à répondre. Mais avec ce genre d'assemblage-là témoin qu'on a déjà évalué sur route, qu'on est capable de mettre dans n'importe quel test environnemental en laboratoire, ça nous permet d'aller chercher une réponse qui souvent est satisfaisante pour le client. Nos modèles numériques là, vont jusqu'à nous prédire quelle sera l'étendue de la corrosion du matériau sur un substrat. Par exemple, vous avez Stainless 304, par exemple, matériau ici, substrat 2, aluminium pour le substrat 1. Mais ce qu'on voit, dépendamment de la nature de l'aluminium que vous avez, un 60-22, 50-83, 61-11, vous allez avoir le même courant au total qui passe. Donc, le courant total est le même, mais la distribution du courant à la surface du matériau ne sera pas la même. Comme effet vraiment contrastant, 61-11, vous voyez ici, imaginez-vous, là, ici, vous avez le stainless. Vous voyez que les piqûres sont vraiment très, très proches du stainless. Donc, dans les premiers 3-4 mm. 50-83, au contraire, vous allez très, très loin, vous allez corroder jusqu'à 3 cm de l'intersection aluminium-stainless. Ben, ça, c'est prédit par le modèle numérique. Même chose ici. Donc, les modèles, quand ils sont bien montés, permettent de prédire ce genre d'informations-là. Pourquoi c'est important? Ben, imaginez que si vous avez le même courant qui passe sur ce matériau-là ici que sur celui-là, vous pouvez comprendre que la profondeur des piqûres ici va être beaucoup plus creuse que ici. Donc, le modèle pourrait, à la limite, vous dire tel alliage va être critique dans telle condition, pour telle raison, parce que tu vas piqûrer de façon très, très profonde. Et bien, pour terminer, parler brièvement des modèles de machine learning qu'on fait. Je vais aller ici. En fait, on a 3 étapes. On collecte des données sur la route, on fait des expériences en laboratoire, et avec ça, on vient feeder nos modèles de FEA et de machine learning. Vous allez avoir la présentation ensuite. Si vous avez des questions, là, vous pouvez toujours me recontacter pour qu'on discute des pages ici où je vais devoir aller plus vite. Donc, vous avez ici un dashboard là, vraiment typique. Ça, c'est un certain véhicule. J'ai mis les données ici pour 1 mois et demi sur la route. On mesurait les courants pour différentes combinaisons de matériaux. On a même le voltage de la batterie du véhicule pour être certain que nos systèmes vont demeurer sous tension pour prendre les mesures. La température de l'air, l'humidité, à quel endroit le véhicule se déplace. À un certain moment, je veux aller voir mes échantillons, à quel endroit est-ce qu'il est rendu, donc j'ai accès à toute cette information. Ça, c'est des choses qu'on fait depuis de nombreuses années. On a même eu, durant une année, jusqu'à 8 véhicules instrumentés de cette façon. Puis les modèles d'intelligence artificielle, ben, de quelle façon on les développe? Je vous donne un exemple bien simple ici. Disons que j'ai un premier véhicule ici. Je ne sais pas de quelle façon il va corroder, mais je suis prêt à l'équiper de capteurs de température, humidité, et un capteur qui donne le wetness, donc est-ce que ma surface est mouillée ou pas. Donc, j'équipe mon véhicule de ces capteurs-là, et au fil du temps T, j'enregistre la température, l'humidité et la conductivité, donc mon time of wetness. J'entre ces données-là dans un modèle, et ce modèle-là, lui, a été bâti par rapport au véhicule numéro 2, 3 et 4. Donc ça, c'était mon véhicule numéro 1. Donc, le modèle va me donner un output. Ce output-là, je l'insère dans comme ça multiphysique, dans mon modèle numérique, en même temps que j'insère les réponses courants potentielles pour chacun de mes matériaux. Et ce que j'obtiens, c'est la réponse ici de mon modèle. Donc, j'ai le courant galvanique en fonction du temps. Donc, ça, on le fait. Et quand on voit ici, en bleu, ce qu'on a, c'est le comportement tel que simulé. Pardon. En rouge, vous avez en bleu, vous avez le simulé, et en rouge, vous avez le courant réel mesuré. Et vous voyez que les deux, l'expérimental versus la simulation corrèlent très, très bien. Et vous voyez la ligne du temps ici qui avance. Bien, au fur et à mesure qu'elle avance, ça me donne ma distribution de courant à la surface du matériau.
la distribution n'est pas uniforme. On voit de temps en temps, c'est relativement uniforme, mais de temps en temps, ça va corroder beaucoup plus dans cette zone. Et finalement, ben, des problèmes, ma dernière page, des choses qu'on voit typiquement. Ça, je suis un peu illégal. Ça, c'est le genre de photos que je prends des fois. Je conduis puis je vois quelque chose là, que normalement un être normal ne voit pas, mais je suis un peu biaisé par mon travail de formation professionnelle. Je vois un problème de corrosion de ce type-là, ben, je suis un peu illégal, je sors mon téléphone puis je prends une photo. Ici, c'est assez frappant. Vous voyez la corrosion, le tour des pentures ici. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans la vraie vie. Autre type de corrosion qu'on voit souvent sur les remorques, vous avez ici une extrusion en aluminium, on a une sous-structure en acier. Vous voyez à quel point c'est corrodé ici. Donc, sur l'aluminium, mais juste à l'endroit où c'est mis en contact avec les I-beams transversaux ici en acier, on voit la corrosion autour ici des boulons qui sont bien souvent soit en acier inoxydable. Donc, l'aluminium corrode préférentiellement autour. Ici, mais je vous montre brièvement. J'ai pris mon modèle numérique, j'ai simplement déplacé les rivets et j'ai réussi à reproduire ce comportement-là. Donc, j'ai ma sous-structure en acier, mon aluminium, on voit la corrosion ici, on voit la corrosion autour des rivets. Donc, c'est le genre de choses qui peut être prédit par les modèles que l'on développe actuellement au CNRC. Et vous voyez, on vient toujours s'attacher à des phénomènes sur route. Donc, nos modèles sont, je crois, bien calibrés. Donc, je m'excuse, j'ai vraiment dépassé le temps qui m'était accordé. Ça laisse peu de place aux questions, mais je suis prêt à y répondre. Moi, je suis libre